de Radio Courtoisie, libre journal de Roger Saboureau. Roger Saboureau que nous allons aujourd'hui excuser parce qu'il est retenu en province. Et c'est donc son suppléant Patrice Boissy, assisté de Martine Dubost, qui va animer aujourd'hui son libre journal. Et nous allons traiter d'un sujet un peu complexe, qui est celui de la coexistence ou de l'affrontement entre deux concepts qui, bien que faisant partie tous les deux de l'arsenal du droit international, sont à l'origine de conflits. Il s'agit d'une part du principe de l'intangibilité des frontières et d'autre part du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Deux notions dont on distingue bien au premier abord qu'elles ne font pas toujours bon ménage. Alors, concernant les frontières, quelles conséquences ont sur l'évolution de leur tracé et des mentalités la globalisation des échanges, la communication planétaire, la prolifération des organisations multi-étatiques ou supranationales, la multiplication d'ailleurs d'autres institutions du type ONG dites sans frontières. Alors, cette évolution vers plus de mondialisation, est-ce que cela fragilise les frontières en suscitant un sentiment d'appartenance planétaire chez les gens, ou entraîne-t-elle au contraire par réaction, je dirais par réflexe d'autodéfense, un renforcement des identités ethniques, sociologiques, religieuses, etc. Est-ce que c'est pour cette dernière raison qu'on assiste à la multiplication des revendications d'indépendance, de partition, d'autonomie ou de rattachement à d'autres États? Je pense que nous avons des exemples tout à fait d'actualité et s'abritant toutes derrière ce fameux droit des peuples, y compris d'ailleurs dans nos vieux pays d'Europe, la Grande-Bretagne avec l'Écosse, l'Espagne avec la Catalogne ou le Pays Basque, la Belgique avec la Flandre, etc. Alors, quel est dans ce domaine le jeu des grandes puissances? Il est tout de même assez étrange de constater que la première grosse intervention de l'État après 40 années de guerre froide et d'inactivité, et alors que la menace soviétique a disparu, a concerné la Serbie, dépouillée de sa propre frontière de sa province, du Kosovo, opération à complète contradiction avec le principe d'intégrité des frontières. Inversement, ce même principe est mis en avant pour condamner les revendications de la population de l'Est de l'Ukraine. Pour parler de ces sujets complexes, mais profondément d'actualité, avec Martine Dubost, nous avons demandé à trois personnalités de s'exprimer au micro de Radio Courtoisie, le docteur John Lowland, professeur Olivier Tournafont et le colonel bien connu Jacques Hoggard, bien connu à Radio Courtoisie. Alors, Jacques Hoggard, je commence par lui, colonel de Légion, il connaît, si je puis dire, le sujet aujourd'hui de l'intérieur, ayant commandé une unité de Légion au Rwanda et les forces spéciales au Kosovo. Et cette dernière expérience dont il a tiré un livre révélateur, qui a déjà été évoqué d'ailleurs sur cette antenne, et sur ce sujet qui nous préoccupe, l'Europe est morte à Pristina. Et il dirige en outre la société d'intelligence stratégique EP. Le docteur John Lowland est un vrai Européen, bien qu'ayant, si j'ai bien compris, une réputation d'eurosceptique. Docteur en philosophie de l'université d'Oxford, il a étudié à Munich, il a enseigné à la Sorbonne et à Sciences Po Paris. Il est depuis 2008 directeur d'études à l'Institut de démocratie et de coopération à Paris. Il a beaucoup publié, notamment sur le tribunal international chargé de juger des crimes de guerre à La Haye, et édité plusieurs ouvrages, il pourra nous en parler d'ailleurs. Et, on vient de me le préciser, il parle couramment 7 langues européennes. Le professeur Tournafont était agrégé des facultés de droit et professeur à Paris 12. Il a contribué à un certain nombre d'ouvrages de droit et pas seulement sur le droit international. Il est en particulier, d'une manière récente, l'un des rares à avoir dénoncé un nouveau passage en force législatif de Madame Taubira concernant le droit des contrats et qui est passé quasiment inaperçu. Et je crois on va pas le demander aujourd'hui d'évoquer ce sujet parce qu'il en parlera sur l'antenne de Radio Courtoisie avec Henri de Lesquen le lundi 19 prochain. Voilà. Donc, avant d'entrer dans le vif de ce sujet, je voudrais quand même vous demander votre sentiment sur ce qui s'est passé la semaine dernière dans ce pays,
en France, en particulier à Paris, mais également dans la région au nord de Paris. Et je voudrais savoir un peu comment vous réagissez d'abord à l'événement et ensuite à ses conséquences. Je vais demander au colonel de bien vouloir dire son avis. Ces tragiques événements ne constituent pas une surprise. On les attendait. On ne savait simplement pas où, quand et comment. En ce qui concerne Charlie Hebdo, on en avait une petite idée, puisque les caricatures, d'ailleurs pas toujours de très bon goût, voire même ignobles, dont ce journal est fréquent, utilisateur et promoteur, était en quelque sorte un appel à la haine. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que évidemment l'acte antisémite de l'épicerie cachère de Vincennes était là aussi dans tous les esprits. Et il va y en avoir d'autres. Alors ça, c'est le premier point. Je pense qu'il faut saluer aussi l'excellent travail des forces spéciales, de la police et de la gendarmerie, qui ont réagi à ces graves attaques sur le sol français. Après, moi, je ne suis pas Charlie, je le dis franchement. Je suis très inquiet du spectacle qui a été donné hier, qui me fait penser aux grandes manifestations pacifistes bêlantes des années 38-39. On a affaire à une guerre et on fait dans le bisounours et l'émotionnel et le gentil. Or, je pense, à titre personnel, j'ai de nombreux amis musulmans de par le monde, mais je pense que le vrai problème dont on n'a pas parlé, c'est l'islam. Il va falloir traiter le problème de l'islam en France et en Europe. Or, personne n'en a parlé et on veut l'occulter. On ne veut pas en parler. C'est politiquement incorrect d'évoquer cette question. Et je pense qu'il faut la traiter avec intelligence, avec humanité, mais sans faiblesse. Et je pense que ça, c'est un sujet qu'on a délibérément mis de côté hier. Je pense aussi que la liberté de l'expression, c'est pas de cracher unilatéralement sur toutes les religions de la Terre. J'avoue que j'ai vu un certain nombre de caricatures, y compris qui visent la religion catholique. Je suis désolé, moi, les racines chrétiennes de la France, qui sont encore plus virulentes d'ailleurs, c'est choquant, et donc je ne suis pas Charlie. Voilà. Professeur Leclerc. Non, mais je rejoins tout à fait ce qu'a dit le colonel Hogarth. Pas encore. Je suis, comme nous tous, absolument horrifié devant la barbarie de l'acte, mais cet acte ne doit pas nous faire oublier que tous les jours au Moyen-Orient, des chrétiens, des civils sont eux aussi des victimes d'attaques pareilles. Tout le monde s'émeut pour les journalistes qui ont été tués, et bien sûr c'est un symbole fort, mais il y a tous les jours, et nous le savons tous, le même genre d'attaque qui est commis par les chrétiens au Moyen-Orient. Commis contre les chrétiens. Voilà, contre les chrétiens. Je m'interroge beaucoup, je pense que c'est de la plus pure hypocrisie que de parler de liberté d'expression dans le cas de Charlie Hebdo. Ce dont il s'agissait, c'est la liberté d'injure. Les faits qui sont reprochés aux journalistes Charlie Hebdo et qui ont abouti à leur assassinat ne sont pas des actes d'expression, ce sont pas des paroles, ce sont des injures. C'est autre chose. Et il faut avoir l'esprit lucide sur la question, d'autant plus qu'en France, l'an dernier, vous le savez, vos auditeurs le savent, les autorités publiques ont interdit à un certain comédien de injurier la Shoah. Donc il n'y a pas une liberté d'injure non plus. Nous savons bien que la liberté d'expression, elle peut être limitée, mais il n'y a pas non plus un droit illimité à l'injure. Et je constate aussi, mais beaucoup l'ont fait aussi, que la marche dite d'unité nationale n'en était pas une. C'était une marche d'unité internationale et précisément de désunité nationale, dans la mesure où le plus grand parti, ou un des plus grands partis de France, et non pas n'importe lequel, celui qui avait parlé de ce problème bien avant les autres, était exclu. Voilà.
Oui, j'adhère entièrement à ce qui vient d'être dit. C'est également mon sentiment très fort. Et je crois que une très grande quantité de Français pensent comme nous. D'ailleurs, moi aussi, je dirais, je ne suis pas Charlie, bien sûr. Je suis chrétien. Hein, je suis protestant, d'ailleurs, pour ma part. On peut dire, je suis Charles Martel, certains ont dit. C'est pas mal non plus, ça. Alors, vous avez tout à fait raison. C'était pas la liberté d'expression. C'était plutôt la liberté d'excrétion, hélas. Charlie Hebdo. Hélas, c'était ça. C'était absolument déplorable. C'était dégoûtant. Il n'y a pas d'autre mot. Alors évidemment, ces gens ne méritaient pas la mort, mais ils avaient pris des risques. Il y avait une fatwa qui était lancée contre eux depuis très longtemps. Ouais. Alors, en ce qui concerne les événements, je pense qu'il y a le vrai problème, c'est la maîtrise, l'absence de maîtrise plutôt des flux migratoires. Moi, je veux bien considérer que 99% des musulmans sont des gens parfaitement honorables et tout à fait pacifiques. Mais admettons qu'il y en ait 1% d'excités qui veulent mettre le pays à feu et à sang. Si vous prenez 1% de 8 ou 10 millions, ça fait pas mal de monde. Ça fait quand même entre 80 000 et 100 000 personnes. L'armée française, c'est 200 000 hommes, je crois. Hein. Beaucoup moins. Même beaucoup moins. Donc ça vous donne une armée de fanatiques. Alors on va dire, ah bah oui, mais c'est pas bien. Bah c'est pas bien, mais on n'y peut rien. Et c'est pas nous qui les avons rendus comme ça. C'est apparemment l'islam qui a fait que cette minorité, de 1%, c'est pas beaucoup. Mais imaginez qu'il soit maintenant 20 millions ou 25 millions. Donc il y a un problème de flux migratoire qui n'est absolument pas réglé, qui ne sera pas réglé avant longtemps. Sans compter qu'il y a un taux de fécondité important chez ces populations. Alors il faudrait peut-être que vous fassiez venir quelqu'un qui est remarquable et qui est très compétent sur cette question, c'est Jean-Paul Gourevitch, parce qu'il pourrait vous parler un peu des conséquences futures de cette immigration incontrôlable. On oublie trop vite que si, au lieu d'avoir sur notre sol 8 ou 10 millions de musulmans, qu'on ne veut pas d'ailleurs stigmatiser, bien sûr, mais si on n'en avait que 1 million, le nombre proportionnel de terroristes en puissance serait beaucoup plus faible et il serait beaucoup moins nuisible. Moi, j'y peux rien, c'est comme ça, c'est des chiffres. Hein. Alors certains, je pense aux protestants. J'ai lu dans un journal tout à fait récemment que je crois même que c'était Sylvain Tesson qui disait « Il manque à l'islam un Luther ». Oui, certainement. En fait, il faudrait nettoyer les textes qui sont vieux, qui sont inadaptés. Et alors c'est exactement ce qu'a dit le général Al-Sisi, qui est le nouveau président dictateur d'Égypte, et qui semble être un despote éclairé, puisqu'il a prononcé un discours justement le 1er janvier, qui est tout à fait remarquable, et qui dit exactement ce que vous êtes en train de dire. Il dit il serait temps que les musulmans fassent un travail de réflexion sur leur propre religion, parce qu'il dit il n'est pas normal que dans le monde entier, les Arabes et les musulmans soient perçus comme une menace pour l'humanité. Et il dit, enfin quand même, vous musulmans, vous êtes peut-être 1 milliard, mais vous avez l'intention vraiment d'exterminer les 6 milliards d'autres terriens. C'est quand même pas très raisonnable. Donc il a fait un discours tout à fait remarquable. Exactement. Je me permets de dire que je ne suis pas d'accord avec l'idée qu'il faut protestantaniser l'islam. Je pense que, en tant que catholique, il ne faut surtout pas désacraliser la vie et faire abstraction de la religion. Et ce qui m'effraie dans cette histoire, Jacques Hogar a parlé de guerre tout à l'heure, c'est que aussi pervertis qu'ils soient, ces jeunes hommes qui ont tué, qui ont assassiné de la manière la plus barbare mercredi dernier, étaient prêts à mourir. Et qu'ils vont faire des émules. C'est une façon, donc, c'est une manière très déformée de mettre en application quelque chose qui en soi pourrait être honorable. Et c'est ça qui manque à nous. Nous n'avons plus, je parle sous votre contrôle, vous qui êtes ancien officier, ce qui manque à nous, c'est la capacité de mourir pour nos idiots. Oui, nos idées. Pour nos idées. Nos idéaux. Nos idéaux. Voilà. Non, mais là, je suis complètement d'accord avec vous, John. Vous le savez bien, d'ailleurs. Je pense aussi qu'il faut dire quelque chose de plus. C'est pas la laïcité, érigée en principe sacro-saint, qui va faire barrage à tout ça. Et la nature a horreur du vide. Voilà. Donc, plus on déchristianise les villes et les campagnes de France, plus on appelle non seulement avec cette immigration incontrôlée que vous évoquez à l'instant, professeur, mais on appelle les jeunes Français en mal d'aspiration spirituelle et d'idéaux, justement, à rejoindre les rangs gratuitement. Et il y en a beaucoup aujourd'hui en Syrie, on le sait bien, qui reviennent d'ailleurs comme autant de djihadistes potentiels dans nos villes et nos banlieues. Dans tous les milieux, hein. Dans tous les milieux. Il faut se garder de pointer facilement tel ou tel milieu. Donc, moi, ce qu'on attend aujourd'hui des autorités, c'est une vraie
prise en compte de ce problème et pas un rassemblement bisounours pour dire on est tous frères et on est tous amis. Ça, c'est totalement irresponsable et c'est pas comme ça qu'on va. D'ailleurs, je pense qu'hier on a eu beaucoup de chance qu'il n'y ait pas d'autres incidents graves, car toutes les conditions ont été réunies. Moi, quand on voyait Benjamin Netanyahou trépigner, inquiet, avant de monter dans son car 45 places, dans lequel il n'y avait plus de place pour lui, devant l'Élysée, on voyait qu'il était particulièrement nerveux, ses gardes du corps aussi, et on peut comprendre pourquoi. Donc j'ai dit tout ça, c'est amateur et ça n'est pas professionnel. Donc soyons sérieux parce qu'on a affaire à une guerre. Voilà. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Bien. Eh bien, je crois que chacun d'entre vous a pu laisser son inspiration rôder sa voix. sur cette affaire. Donc nous revenons à nos moutons, si je puis dire, et nous allons donc évoquer peut-être avec le docteur Lalande, les concepts que l'on a évoqués tout à l'heure d'intangibilité ou d'intégrité des frontières, et d'autre part du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ils sont quand même la dernière notion étant assez récente, enfin reconnue d'une manière assez récente, celle de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Alors, pas tout à fait récemment, puisque le principe d'autodétermination des peuples a été surtout énoncé au traité de Versailles par le président américain Wilson. Ce qu'il faut dire à propos de ces deux principes, c'est qu'ils sont effectivement bien ancrés dans le droit international, mais qu'ils sont parfaitement contradictoires les uns avec les autres. Précisément, qui dit autodétermination des peuples dit la capacité de décider de ses frontières. Et toute l'histoire de l'après-guerre, toute l'histoire donc de la Charte des Nations Unies, ou de la période où la Charte des Nations Unies a été en vigueur, montre que c'est l'autodétermination des peuples qui a primé sur l'intangibilité des frontières. Quand les Nations Unies ont été créées en 1945, il y avait quelque chose comme une 50aine d'États dans le monde. Il y en a maintenant 200. Donc nous voyons bien où nous en sommes avec l'intangibilité des frontières. Donc non seulement ces principes sont contradictoires, parfaitement contradictoires les uns avec les autres, mais ce sont des principes qui sont autocontradictoires chacun. Quand le président Wilson a voulu imposer l'autodétermination des peuples au traité de Versailles, il a voulu donc créer de nouveaux États sur le territoire, notamment de l'Autriche-Hongrie, mais en fait, les Alliés ont créé de nouveaux États qui, eux aussi, contenaient beaucoup de peuples. La Tchécoslovaquie étant le cas le plus flagrant. Il y avait au moins 7 peuples dans ses frontières. La Yougoslavie, bien sûr, aussi. Et puis, de même pour l'intangibilité des frontières, et ça c'est là où nous entrons dans l'actualité, nous faisons de ce principe maintenant une référence absolue, tout en acceptant aussi, et c'est totalement contradictoire, la disparition d'États comme l'Union soviétique ou la Yougoslavie. Nous faisons donc, face à la disparition de ces grands États, une sorte de fétiche des frontières administratives. Donc des anciennes frontières administratives deviennent des frontières de nouveaux États souverains. Et cela est parfaitement absurde. Parfaitement absurde. Et non seulement c'est absurde, mais c'est un principe, c'est une façon d'agir qui aggrave des situations qui sont déjà très délicates ou sanglantes. Je pense notamment à la Bosnie-Herzégovine, dont on a voulu surtout garder les frontières intactes. Mais si on avait laissé la Bosnie-Herzégovine s'effondrer en 1992 comme on l'avait fait pour la Yougoslavie, eh bien cette guerre civile en Bosnie aurait pu se terminer très vite. Oui, Colonel Hogarth, est-ce que vous avez... Ah non, moi je ne suis pas juriste, donc c'est plutôt en tant que, j'allais dire, utilisateur des conséquences de ces bouleversements que je réagis. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire John Lalande. Pour moi, dans mon histoire personnelle récente, évidemment, il y a l'exemple du Kosovo, qui est un exemple frappant de dérogation à ce principe de l'intangibilité des frontières et qui a semé la perturbation que l'on connaît, qui a d'ailleurs servi aux Russes à leur tour renvoyer, si je puis dire, le boomerang dans la figure des Occidentaux avec la Transnistrie et l'Ossétie et l'Abkhazie du Nord. Donc l'Ossétie du Nord, et l'Abkhazie. Donc c'est vrai qu'on voit bien que ce sont des principes qui sont totalement antagonistes, mais qui contiennent eux-mêmes, je ne suis pas un spécialiste, les germes de beaucoup de dérèglements. Voilà. Oui, parce que avant
je fais référence à l'histoire avant effectivement le traité de Versailles. Enfin, ce principe d'intégrité des frontières ne s'opposait pas à la conquête. C'est-à-dire qu'il y a eu depuis 2000 ans des gens qui en ont conquis d'autres. Qu'est-ce que signifie effectivement intégrité? Parce que on a laissé faire ces conquêtes, sauf qu'on maintenait, si j'ai bien compris, à l'intérieur les frontières originales des États conquis, n'est-ce pas? Oui, alors l'idée en fait vient principalement de 1945. Nous avons superposé le principe d'intangibilité des frontières sur le principe d'autodétermination des peuples qui était mis en avant dans le traité de Versailles. On a voulu faire cela en 1945 dans la Charte des Nations Unies parce qu'on avait horreur de la guerre. N'est-ce pas? On a vu une guerre terrible qui avait fait plusieurs dizaines de millions de morts, et on a voulu tout empêcher. On a voulu empêcher à ce que les frontières soient mises en cause par la violence et par la force. C'est totalement irréaliste. C'est totalement irréaliste. Et le problème, je crois, par rapport à un passé plus lointain que vous avez évoqué tout à l'heure, où effectivement les pays se faisaient la guerre et il y avait des conquêtes, c'est que nous sommes, depuis le traité de Versailles, pris dans un étau intellectuel qui veut faire du droit international la solution à tous les problèmes. Pour ma part, je pense que cette conception du droit international aggrave en fait les problèmes. Il serait mieux si on ne l'avait pas. Parce que nous sommes avec ce droit international qui interdit ceci et interdit cela, nous sommes dans la plus parfaite illusion. Il est parfaitement illusoire de croire que l'on puisse interdire quoi que ce soit sans être prêt à utiliser la force pour faire appliquer ces décisions. C'est-à-dire l'idée d'un droit sans un État est parfaitement contradictoire. Il ne peut pas y avoir de droit, dans le sens normal du terme, s'il n'y a pas un État. Et comme il n'y aura jamais, j'espère, un État mondial, il ne peut pas y avoir non plus de droit international dans le sens où nous parlons de droit dans le contexte d'un État normal. Voilà ce que je pense du droit international. Je vais peut-être ajouter quelques mots. Je partage entièrement ce que vient de dire John Lackland et le colonel Hogarth, et j'aurais tendance à dire qu'effectivement, faute d'une autorité transcendante qui n'est pas près de voir le jour, le droit international public risque d'être très longtemps encore, en réalité, le droit du plus fort. Et ça explique pourquoi on met en avant tantôt le principe d'intangibilité, tantôt le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, suivant que cela arrange les puissants du moment. Alors il est évident que quand les États-Unis sont favorables à l'intangibilité des frontières, comme c'est le cas actuellement en Ukraine, on brandit ce slogan, on brandit ce principe de manière extrêmement violente. Et puis quand c'est l'inverse, à l'époque de Wilson par exemple, c'est tout le contraire. Comme au Kosovo. Alors là, bien comme par hasard, là il n'y a plus de problème avec les frontières. Et là, c'est au contraire le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. En réalité, c'est la preuve que le droit international public est encore une discipline, comme on dirait à la fac, en gestation. Que ce n'est pas du tout un droit abouti, que c'est en réalité un droit qui est sous la tutelle des grandes puissances du moment, et que c'est une grande tartufferie. Alors, le principe d'autodétermination, il est assez ancien parce que on le retrouve au XIXe siècle. Avec la Révolution de 1848. On le retrouve un peu partout, mais bien sûr, il est sporadique. On le retrouve sous la Révolution française. On le retrouve dans les conquêtes de la Révolution. On le retrouve même dans l'Ancien Régime, à l'époque de la guerre de 100 ans. Pourquoi est-ce que les Français refusent la souveraineté des Plantagenets, qui après tout, pourquoi pas, hein. Il paraît que les élites de l'époque étaient très pro-anglaises, déjà. Bon, et elles voyaient pas d'inconvénient. D'ailleurs, à l'époque, je vous signale que c'était des Anglais qui parlaient français. Les Plantagenets, ils étaient d'Angevin. Donc, en réalité, c'était une question de souveraineté, bien parce qu'il y avait déjà un sentiment d'appartenance continentale qui était hostile aux insulaires, qui étaient les Anglais. Donc, c'est un vieux principe. Simplement, il s'est développé avec l'émergence de ce qu'on a appelé le mouvement démocratique, c'est-à-dire un mouvement d'émancipation des peuples. Et là, on s'aperçoit que ce principe d'autodétermination est un principe qui est très explosif et qui souvent aboutit à des résultats tout à fait imprévisibles, parfois catastrophiques. Alors on essaye de le contenir dans l'autre, mais c'est au gré des circonstances. Tout ça n'est pas sérieux du tout, en réalité. On est face à, vous savez, c'est un peu les médecins de Molière, c'est des docteurs Diafoirus. Il faut persuader les foules crédules que l'on a le droit avec soi.
Alors on invoque un principe ou l'autre. C'est un peu comme la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Il faut toujours donner raison au plus fort. Voilà. Et puis alors après, on dit, nous défendons le droit. Vous voyez, je crois que faut pas être naïf. Voilà. Radio Courtoisie. Radio Courtoisie, vous entendez actuellement le libre journal de Roger Saboureau, dont le thème est le suivant: intangibilité des frontières et droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Nous avons déjà quelques messages, dont celui d'une auditrice. Excellent début d'émission. Et je ne suis pas Charlie. On dit que Jean-Marie Le Pen a répondu: je suis Charlie Martel. Ce qui avait été dit. Une autre auditrice nous pose la question: à quel moment se situe la frontière entre musulmans et islam? Une autre auditrice: si nous sommes en guerre, comme il a été dit, nous devons aussi prendre les armes. Et pourquoi pas la valise ou le cercueil, ce serait une solution. Un auditeur nous dit qu'on assiste à un effacement inéluctable du droit international devant des exigences économiques essentiellement américaines. Ouais, ça c'est vrai, oui. Ouais. Bien. Alors, il y a un sujet qui est un peu lié à ce que vous venez de dire, tous les trois d'ailleurs, et en particulier ce qui s'est passé en 45, c'est aussi l'envie de décoloniser un certain nombre de pays. Et pourtant, aujourd'hui, on a constaté qu'on leur a laissé les frontières coloniales et que ces frontières sont quelquefois totalement absurdes. Voilà. Qu'est-ce que vous inspire cette John en a parlé tout à l'heure, il l'a dit, ce sont des frontières administratives, elles n'ont aucune réalité sur le terrain, c'est grotesque. Et elles expliquent beaucoup de guerres, ce qui montre bien... En particulier en Afrique aujourd'hui. En Afrique, et même au Moyen-Orient. Est-ce que c'est le droit international, ce qu'on entend par tel qu'il a imposé, est-ce que c'est l'ancien colonisateur qui l'a souhaité, ou est-ce que c'est les nouveaux peuples? Ah non, c'est sûrement pas les nouveaux peuples. C'est sûrement pas les nouveaux peuples. Regardez la frontière entre la Syrie et l'Irak, elle est tirée au cordeau. C'est pas la nature qui a tiré au cordeau une frontière. Ça n'a aucun sens. Il y a d'autres exemples en Afrique en particulier, hein. Mais je pense que par exemple, Vous entendez le colonel Jacques Hogar. La décolonisation qui s'est faite au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ça c'est l'enrobage, je dirais, idéologique. En réalité, a consisté à appliquer carrément sur la carte les frontières des territoires coloniaux administrés à l'époque par la France, par la Grande-Bretagne ou par l'Espagne ou le Portugal, hein, ou même l'Allemagne, et c'est tout. C'est pour ça qu'on a des différents frontaliers entre le Mali et le Burkina Faso, entre le Cameroun et le Nigeria, etc., qui ont été d'ailleurs réglés plus ou moins ces 20 ou 30 dernières années, à coup d'intervention d'ailleurs de tiers en leur disant ça suffit. La presqu'île de Bakassi sera au Camerounais, et puis la zone litigieuse entre le Mali et le Burkina Faso sera coupée en deux, 50-50, pour qu'il n'y ait pas de jaloux, etc. C'est complètement arbitraire. Un grand spécialiste de l'Afrique, qu'on entend souvent à Radio Courtoisie, qui est Bernard Lugan, vous expliquerait tout ça avec les détails ethniques des tribus qui sont partagées en deux par ces frontières artificielles. On a l'exemple aujourd'hui dans une zone qui est très convoitée au sud Niger et au nord Nigeria, qui est la zone d'ailleurs d'action, de prédilection de Boko Haram, de cette secte islamiste aux nombreux crimes aujourd'hui, qui est à cheval. Ce sont les mêmes, qu'ils soient francophones nigériens d'un côté du fleuve ou anglophones nigérians de l'autre côté du fleuve. Ce sont les mêmes. Donc ce sont les mêmes tribus, les mêmes familles, les cousins. Comment voulez-vous que ces gens-là se sentent concernés par la frontière administrative théorique qui passe entre les deux, sauf à travers ses effets pratiques, comme la langue, par exemple, la langue moderne administrative aujourd'hui. Mais c'est tout, c'est très artificiel tout ça, on voit bien. Oui, tout à fait. Mais alors, ce que j'observerais, professeur c'est que, Olivier tourne à fond. Voilà. Donc, si on veut faire un peu de droit et non plus la loi du plus fort, on pourrait considérer, et c'est ce que j'avais dit quand j'étais allé à l'IDC, que le principe d'intangibilité, qui est un principe de stabilité et de sécurité juridique, qui l'emporte normalement. C'est-à-dire que c'est comme une digue. C'est un barrage qui doit être là pour assurer, quand même, un minimum de stabilité des États, parce que sans ça serait la guerre de tous contre tous. Alors, ce principe, d'ailleurs, comporte des assouplissements.
assouplissements importants, puisqu'on peut organiser des référendums d'autodétermination. Ça s'est fait, par exemple, en Grande-Bretagne, avec le récent référendum sur l'indépendance éventuelle de l'Écosse. On a vu que la question pouvait se poser en Catalogne. Les Suisses, d'ailleurs, font ça régulièrement. Ils ont donné au canton du Jura une partielle autonomie en 1974. Donc c'est un principe qui n'est pas absolument inhumain, hein, il comporte des assouplissements. Mais c'est un principe qui normalement l'emporte. Et puis, mais dans des circonstances exceptionnelles, le principe est débordé. Il est débordé, notamment quand il y a une guerre ou un risque de guerre, ce qui était le cas en Ukraine, lorsqu'il y a des liens très anciens entre deux États qui constituent en réalité une seule et même population. Je pense notamment à la réunification allemande, quand on a abattu le mur de Berlin et quand l'Allemagne de l'Est est retournée dans le giron de l'Allemagne, personne n'a brandi le principe d'intangibilité des frontières, et qui était pourtant violé. Et je vous ferai observer qu'il n'y a même pas eu de référendum, hein, et que celui qui aurait réclamé un référendum, on l'aurait regardé de travers. Et ça a été d'ailleurs pareil quand on a récupéré l'Alsace et la Lorraine, qui étaient pourtant une population germanique, hein. Là, on n'a même pas... D'ailleurs, quelqu'un avait dit à Foch, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un référendum? Et Foch a dit, le référendum, il est déjà fait, regardez les gens dans la rue. Oui, c'était un peu cavalier comme réponse. Donc, alors ça, c'est le deuxième cas où le principe d'autodétermination peut jouer. Et puis, le troisième cas, c'est lorsque nous sommes dans une position où finalement les parties contractantes au traité certaines parties ont violé délibérément elles-mêmes le droit international public, ce qui est le cas de l'OTAN et des puissances occidentales, avec le Kosovo. Et je considère que, après tout, la Russie peut considérer qu'elle est déliée de ses propres engagements, notamment de ceux qu'elle a souscrits, un peu forcés contraints, lors du mémorandum de Budapest en 94. Je vois pas pourquoi la Russie devrait être le petit doigt sur la couture du pantalon, alors que tout le monde, parmi les Occidentaux, viole, à qui mieux le droit international public. Mais Poutine, il est quand même pas stupide. Non, mais le problème, c'est que les Occidentaux ont un tel complexe de supériorité qu'ils voudraient que tout le monde soit stupide. Et là, c'est pas le cas. En particulier avec le président Poutine, ça c'est sûr qu'ils ont trouvé un maître, à mon avis, en matière d'utiliser les armes à sa disposition. Il est bien évident que celle-là en fait partie, c'est normal. Ouais. Alors, comment s'acquiert le droit de modifier les frontières? Je veux dire, il y a des sécessions, il y a des traités, il peut y avoir des traités, enfin je pense à la Tchécoslovaquie. Ouais, alors il y a deux façons. Il y a la méthode douce, c'est par un accord multilatéral. Imaginons que l'Écosse ait décidé de prendre son indépendance. Heureusement, elle ne l'a pas fait. Là, on aurait modifié les frontières, mais pacifiquement. Alors là, c'est la soupape de sûreté. Alors on peut trouver une demi-mesure avec l'autonomie partielle, ce qui est l'exemple du canton du Jura en 74, qui fait que le canton est resté dans la Confédération helvétique, mais on a détaché de l'État de Berne la partie francophone, sauf une petite partie qui a préféré rester bernoise. Bon. Et ça s'est très bien passé. On sait ce qu'on aurait très bien pu faire en Ukraine d'ailleurs. Ou alors ça se passe mal, et c'est la guerre civile. Et là, c'est les lois de la nature reprennent leurs droits, quoi. C'est tout. C'est très simple. C'est le meilleur qui gagne. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est la guerre. Voilà, bien sûr. Docteur. Non, Docteur John Langland. Je pense que, en parlant de droit international, il faudrait ne pas utiliser l'expression le droit du plus fort pour cracher dessus. Je pense qu'il n'y a pas de droit sans le plus fort. Il ne peut pas y avoir. Il ne peut pas y avoir. Je sais. Alors nous dénonçons bien sûr tous l'emploi cynique de la force. C'est ce que dit la personne ne veut le cynisme. Mais en même temps, il faut être lucide sur le fait que sans le plus fort, sans une personne ou un État fort, il ne peut jamais y avoir de droit. Et d'une certaine manière, le droit suit inévitablement celui qui est le plus fort. Et je pense que nous devons intellectuellement nous libérer de cette illusion que l'on puisse, sans la force et sans l'emploi de la force, avoir du droit. On ne peut pas en avoir. Et cette illusion est extrêmement grave parce que depuis maintenant un siècle, et ce n'était pas le cas précisément dans les époques précédentes, eh bien, les États se faisaient la guerre sur un pied d'égalité. Ils avaient bien sûr des conflits, ils avaient des perceptions différentes de leurs droits. Un prince pensait qu'il avait droit à tel territoire et l'autre n'était pas d'accord. Mais entre les princes en question, il y avait une égalité, tout comme d'ailleurs il doit y en avoir entre les États. Depuis 100 ans, 150 ans, et notamment grâce à la croissance du concept de droit international,
un droit international qui se profile comme l'incarnation de la civilisation, eh bien les États, de plus en plus, ont la tendance à se croire supérieurs sur le plan civilisationnel et dotés de droits supérieurs aux autres. Et c'est le droit international et la croyance dans ce droit international qui aggrave cette tendance naturelle, bien sûr, dans les esprits humains, que de croire à une hiérarchie civilisationnelle entre les États. Il y a un exemple de ce qu'on vient de dire, c'est la Libye. Le démantèlement du régime du colonel Kadhafi en 2011. Il y a un article excellent de Bernard Lugan que je recommande, récemment, voilà, qui vient de paraître, qui est extrêmement éclairant et qui montre comment, justement, au nom de ce prétendu droit international public, on a purement et simplement agressé un État qui était en proie à des difficultés temporaires et que l'on a purement et simplement, et avec un cynisme incroyable, assassiné ses ex-dirigeants. Alors voilà un exemple, effectivement. Alors le cas libyen montre ce que je voulais dire aussi à propos du Kosovo. Ce qui est frappant dans le cas du Kosovo, c'est qu'au moment de l'attaque de l'OTAN contre la Yougoslavie en 1999, tous les belligérants de l'OTAN ont dit qu'il n'était pas question de remettre en cause les frontières. On avait à cette époque-là... Il y a même eu une résolution de l'ONU qui fige dans le marbre l'intangibilité des frontières de la République de Serbie. Bien sûr. Que tout le monde s'est empressé de violer quelques années plus tard. Et on le savait. Et 10 ans plus tard, on décide le contraire. On se dit que non, il faut, alors que le Kosovo avait vécu en paix totale depuis 1999, eh bien, on décide que non, il faut redessiner mais la carte. C'était le but de l'opération, cher John. Non, mais bien sûr, je le sais bien sûr, mais je voudrais montrer du doigt simplement la parfaite hypocrisie et la parfaite incohérence de la situation. Tout comme d'ailleurs, je l'ai dit déjà, nous sommes passés de 50 à 200 États dans le monde. Depuis la fin de la guerre froide, eh bien, nous parlons, tout en observant une création toujours plus balkanisée de nouveaux États, notamment sur le territoire soviétique et yougoslave, les dirigeants parlent de plus en plus de la spiritualisation des frontières, c'est-à-dire on fait une sorte d'inflation des frontières. On fait de plus en plus de frontières et on dit, finalement, ces frontières n'ont plus beaucoup d'importance puisqu'il y a désormais les droits de l'homme et le droit d'ingérence. Alors que pendant la période de la décolonisation, la création de nouvelles frontières, donc de nouveaux États, cela voulait dire quelque chose. Cela voulait dire précisément que les peuples prenaient leur destin en main et voulaient créer sur leur territoire un nouvel État avec des vrais pouvoirs. Or, depuis la fin de la guerre froide, je répète, nous avons été séduits, je crois, enfin pas nous autour de cette table, mais les dirigeants ont été séduits par cette idée que désormais, dans un monde sans frontières, n'est-ce pas, les frontières qui existent deviendraient de moins en moins importantes. C'est-à-dire que nous dévalorisons le concept même d'État. Oui. Et dans le désacralise le principe de frontière. Et dans le cas du Kosovo, on le voit noir sur blanc, puisque cette déclaration d'indépendance du Kosovo de 2008, c'est une déclaration d'indépendance qui n'en est pas une, parce que précisément ce que les Kosovars ont déclaré en 2008, c'était leur dépendance à l'égard de l'Union européenne et de l'OTAN. Tout cela est dans la Constitution et dans la déclaration elle-même. Il ne s'agit aucunement au Kosovo d'un État souverain dans le vrai sens du terme, même si, bien sûr, il est détaché de la Serbie. On est bien d'accord. Et qu'est-ce que veut dire donc le peuple ? Quels sont les critères qui font qu'un peuple peut exiger ça ? Est-ce que c'est des critères ethniques ? Est-ce que c'est des critères religieux ? Est-ce que c'est des critères... C'est historique. Alors ça peut être technique, ça peut être religieux, ça peut être historique. Pour les Arabes, Professeur Olivier Tournafond. Pour les Arabes, ça sera plutôt, bien sûr, religieux. Mais pour les Allemands, ça sera ethnique. Pour nous, ça sera culturel et linguistique. Je crois que c'est très variable. La notion de peuple n'est pas une notion du tout claire. C'est intéressant de voir par exemple en Afrique, les trois, de mémoire, les trois derniers États ou pseudo-États. Enfin, après, on leur accorde l'importance qu'ils ont. Il y a le plus récemment, c'est la République du Sud-Soudan, oui. Reconnue par la communauté internationale en 2011. Il y a le Somaliland, qui est un État reconnu par personne, qui est en fait la partie de République de Somalie, autrefois colonisée par nos amis britanniques, et qui a décrété sa propre indépendance de la République de Somalie.
avec un artifice d'État, si vous voulez, sur des bases ethniques et très pointu, puisqu'il s'agit là vraiment d'un découpage tribal somalien complexe, avec d'ailleurs l'émergence d'une nouvelle entité dans ce Somaliland qui est le Puntland, qui est l'extrémité de la pointe, oui, mais je vous assure, c'est vrai, et qui ne reconnaît pas le Somaliland pour des raisons purement tribales également. Il y a aussi l'Érythrée qui s'affranchit de l'Éthiopie, privant d'ailleurs l'Éthiopie de sa frontière maritime, de sa façade maritime, de sa frontière maritime en 2000, je crois. Ça, c'est des exemples assez intéressants parce qu'on voit qu'en fait le fondement est purement ethnique et tribal, hein, s'il s'agit d'Afrique en particulier. Il y a bien sûr aussi des cas sur le territoire de l'ex-Union soviétique, n'est-ce pas? Bien sûr aussi. Le Karabakh, dont certains sont reconnus par un petit nombre d'États et d'autres, c'est le cas de la Transnistrie et du Karabakh, ne sont reconnus par aucun autre État. Mais alors il y a un élément que tout à l'heure vous avez évoqué, parce que vous avez dit, mais que penser de ces gens qui disent que les frontières n'ont plus d'importance, qui se disent citoyens du monde. Alors moi je dis que quand on est citoyen du monde, on est citoyen de nulle part. Oui. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire qu'en réalité, on fait partie d'une oligarchie mondialisée qui généralement profite des situations de crise un peu partout sur la planète et qui est totalement irresponsable. Et c'est dire cette hyperclasse mondialisée qui est à l'origine de tous les problèmes que nous avons en Occident et de la destruction des valeurs, de la destruction de l'économie. Et elle s'oppose de plus en plus au peuple. Au peuple, bon, alors on sait que le peuple, c'est pas forcément quelque chose de très facile à définir, mais il est évident qu'à l'opposé de cette hyperclasse mondialisée, qui est pas aussi bien à Singapour, à New York, alors à Moscou c'est fini parce que le président Poutine y a mis bon ordre, mais elle est partout, bien sûr à Bruxelles, on a les peuples enracinés qui souffrent énormément de cette situation. Parce que l'hyperclasse mondialisée, elle se veut une race de seigneurs qui ne dit pas son nom. Et elle pense qu'elle est d'une essence supérieure, qu'elle est beaucoup plus intelligente et que la vérité, c'est ce qu'elle considère comme vrai. C'est ce qu'a dit d'ailleurs Obama. C'est à nous de définir le bien et le mal, a-t-il dit dans son dernier discours. Formidable. Au mois d'août. Alors c'est facile. Alors là, ça arrangerait bien mes étudiants. Je leur dis dans votre copie, c'est vous qui déciderez ce qui est juste et ce qui est faux. Alors la vie est belle, hein. Tout le monde peut en faire autant. Hein. Alors ça, c'est extrêmement grave. Ça, c'est la grande décadence moderne, ça. Et je crois que là, c'est là que la future guerre va se nouer entre cette hyperclasse mondialisée qui aujourd'hui défile en masse et qui fait de l'amalgame, elle, en expliquant que on défend la liberté d'expression alors qu'en réalité on se bat contre des mouvements fanatiques, ce qui est pas tout à fait la même chose, et qui veut nous faire croire que bon, il faut abolir l'identité française, qu'il faut abandonner tous nos repères et qu'il faut tout déconstruire. Alors heureusement, il y a des gens comme Zemmour qui disent il faut déconstruire les déconstructeurs. Et ça, il faut s'y mettre. Excellent. Zemmour étant lui-même victime d'un ostracisme au nom de la liberté d'opinion, peut-être. Mais heureusement, la force naturelle est en train de prendre le dessus en ce moment. Il y a quand même une réaction. Il y a un excellent mot de Houellebecq aussi, tout à fait récent, l'aveuglement précède la soumission. Oui, c'est ça. Ça, c'est très juste. C'est très juste. Tout à fait vrai. Et c'est l'exemple d'hier. Hein. Et je le vois avec les gens qui crient pas d'amalgame quand ils sont eux-mêmes victimes. Alors que normalement, la force vitale devrait les amener à être plus gnaces quand même. Absolument, oui. Donc tous ces sujets finalement se recoupent, si je bien sûr. Ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. C'est une évidence. Sachant que il y a quand même un certain nombre de pays qui n'acceptent pas les frontières inscrites. Je me souviens de la formule de Madame Golda Meir disant les frontières de la Palestine, enfin la frontière d'Israël sont là où il y a des Juifs. Ouais. Ce qui explique tous les mouvements des colonies. Ouais. Si on revient 2 minutes aux frontières par rapport aux événements qu'on vient de vivre, Colonel Jacques dramatiques, nos frontières. Parlons un peu de l'espace Schengen, mais là je laisse les éminents intervenants que sont John et le professeur Tronafon en parler, mais je veux dire, c'est d'un point de vue purement sécuritaire et contrôle des flux migratoires dont on parlait tout à l'heure, c'est évident que la suppression, l'abstraction des frontières est une énorme bêtise, une aberration, particulièrement dans le contexte aujourd'hui. C'est évident. Oui, c'est exactement comme si vous vouliez remplir une bouteille qui contient 1 litre de 10 litres d'eau. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va couler par terre et ça va déborder. Et on va vous dire non, vous n'avez pas le droit de dire ça.
Et ça relève un trouble mental collectif. Et ça, c'est bien pourtant une des questions prioritaires qui se posent aujourd'hui. Hein. Donc voilà, Schengen, je veux bien. Enfin non, je veux pas d'ailleurs, mais en réalité. Mais il y a des raisons pour ça, des raisons objectives. Vous savez, il y a un aphorisme de Friedrich Nietzsche, dans Par-delà le bien et le mal. Il dit « La folie est rare chez les individus, elle est de règle à certaines époques chez les foules. Ouais. » On est bien dans ce cas-là en ce moment. Ouais. Je sais. Ouais. C'est malheureux, mais c'est exactement ça. Ouais. Radio Courtoisie, le libre journal de Roger Saboureau, dont je vous rappelle le nom de nos invités, qui sont le docteur John Langland, le professeur Olivier Tournafont et le colonel Jacques Hoggard. Et cette émission a pour titre « Intangibilité des frontières et droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ». Quelques messages d'une auditrice qui pose une question. Était-il bien raisonnable de compter 3 départements musulmans au nombre des départements français? Ça, c'est un sacré débat. Une autre auditrice nous dit « Jusqu'où peut aller la raison d'État quand son chef ne peut plus compter sur les sondages et que l'Europe dont il rêve est comateuse ?» Une autre auditrice nous dit « D'accord avec le colonel, son avis est que les responsables sont le journal lui-même et nos gouvernants. » Ah bah évidemment. Voilà. Ah, ça c'est évident, ce sont des pompiers pyromanes. Ça c'est une évidence. D'ailleurs, je vous donne un exemple. Imaginons. Réponse du professeur Olivier Tournafont. Oui, là, j'en reviens à Charlie, mais imaginons que ce soit pas Charlie Hebdo qui était victime d'un attentat terroriste, mais que ce soit par exemple présent. Voilà. Présent. Eh ben, alors là, on aurait eu vraiment des larmes de crocodile. On aurait dit, oh bah oui, c'est bête, mais ils l'ont bien cherché. Oh bah voilà, qui sème le vent récolte la tempête. Ils n'ont eu que ce qu'ils méritaient. Et vous croyez que les gens auraient défilé avec marqué je suis présent, hein, où mes valeurs sont actuelles? Je pense qu'on peut dire aussi que si un attentat avait été commis contre, par exemple, Libération, par un groupe paramilitaire de gens qui seraient plus ou moins liés au Front National, à mon avis, les manifestations qui se seraient suivies auraient été très haineuses pour dénoncer précisément l'ennemi. Alors, ce qui est particulier et frappant dans les manifestations d'hier, c'est qu'on a voulu refuser de définir l'ennemi. Qui est l'ennemi? Je voudrais répondre, monsieur, à votre question sur le peuple. Qu'est-ce qu'un peuple? Alors, c'est effectivement une question. Répondre à cette question, c'est noyer le poisson, puisque c'est ça. Dans cette question, se résume en fait toute la politique, n'est-ce pas? La création de l'ordre politique, la création des frontières, la création des États. Moi, pour ma part, j'aurais tendance à dire que dans tous les cas, quelles que soient les différentes traditions dans les pays différents, que un peuple, ou plutôt une nation, c'est une sorte de famille. Et je pense que nous devrions renouer avec ce concept de peuple comme famille. Alors, une famille, elle peut aussi contenir des contradictions, des conflits, des divergences, même des nouveaux membres, bien sûr. Tout est dans le degré et dans la mesure. Et le problème par lequel nous sommes confrontés maintenant avec l'islam, c'est de savoir à quel point les immigrés et les jeunes issus de l'immigration, qui sont en plus d'une confession différente de celle de la majorité, peuvent être intégrés, oui ou non, dans cette famille qui est la nation. Et j'insiste beaucoup sur ce concept de famille, car malgré tout le discours qui nous assourdit depuis des décennies sur la démocratie, je suis persuadé que autant le peuple peut jouer son rôle de manière démocratique, c'est-à-dire en s'exprimant, autant un État est toujours gouverné par un chef. Et l'un des drames de nos jours, c'est le manque d'un père de cette famille qui est la nation, et d'un manque de leader. Il faut, pour tous les États, un chef. Il faut que le chef décide et que les autres, plus ou moins, on disait bien que le roi était le père de la nation. Oui, alors c'est bien pour ça que je suis royaliste. Moi aussi. Alors, nous le sommes tous plus ou moins. Sieyès, qui était un révolutionnaire, mais qui n'était pas un idiot, loin de là, avait dit à Bonaparte, il y a 2 principes. Il y a l'autorité vient d'en haut et la confiance vient d'en bas. Il y a 2 pôles en politique. Il y a le pôle de l'autorité souveraine et il y a le peuple du consentement populaire. C'est un pôle. Ce sont 2 pôles qui sont en interaction, comme les parents et les enfants, comme le patron et les salariés. Et dans un État qui n'est pas pathologique, alors que nos États sont devenus des États pathologiques, ces 2 pôles fonctionnent en bonne harmonie.
Il y a aucun problème. Mais dans un état pathologique qui est l'état révolutionnaire tel qu'il existe en Europe depuis maintenant pas mal de temps, eh bien, ces deux pôles ne fonctionnent plus. Alors, on s'aperçoit que d'un côté, l'autorité a complètement disparu. C'est une autorité de fantoche. Mais de l'autre côté, le peuple ne peut même plus consentir. Parce qu'en réalité, c'est ce qu'on avait d'ailleurs dit ensemble quand on était allé à Bruxelles, là, au Parlement européen. Rappelez-à la Commission européenne, pardon. Les peuples occidentaux sont dans une sorte d'esclavage bureaucratique. Tout est interdit. Vous n'avez pas le droit de fumer, vous n'avez pas le droit de boire, vous n'avez pas le droit de conduire à une certaine heure, vous n'avez pas le droit de chasser la palombe. Vous n'avez pas le droit de faire de feu dans votre cheminée, vous n'avez pas le droit de faire de... Mais c'est invraisemblable. C'est-à-dire que nous voyons peser sur nous une véritable masse de contraintes intrusives et bureaucratiques, et les gens se laissent faire comme des esclaves. Alors donc il n'y a plus de liberté, il n'y a plus de consentement, mais il n'y a plus non plus d'autorité. C'est le dernier état de la matière, au fond. C'est comme les trous noirs en astronomie. C'est la décadence. Et je comprends que les musulmans aient envie de rentrer là-dedans et de prendre tout à leur profit. C'est logique. C'est la nature qui veut ça. Nous sommes dans un état profondément décadent. Voilà. Ça, c'est triste à dire. Et il faut lutter. Vous savez, je crois que Claude Bernard disait qu'est-ce que c'est que la mort, qu'est-ce que c'est que la vie. On lui avait posé la question. Il avait répondu, la vie, c'est l'ensemble des forces qui luttent contre la mort. Or, le problème, c'est que là, les forces qui luttent contre la mort sont insuffisantes. Voilà le problème. Elles sont déjà elles-mêmes un peu moribondes. Et ben voilà. Oui. C'est l'exemple donné hier, en fait. Exactement. C'est ça qui est terrible. Exactement. Parce que il y a l'enfer est pavé de bonnes intentions. Il y avait de bonnes intentions hier, sûrement, dans ces gens qui manifestaient. Il y avait des gens bien. Bien sûr, à l'évidence. Mais dont on dévoie totalement la capacité de réaction et de volonté. Et puis ils ont des gens bien qui pensent comme nous. Ils n'osent pas dire ce que nous disons parce qu'ils ont peur de nuire à leur carrière, de nuire à leur avancement, de perdre des voix, d'être poursuivis en justice, d'être persécutés. Bon, bien sûr. Il faut quand même du courage pour intervenir, ne serait-ce que sur Radio Courtoisie, d'ailleurs. Oui. Combien de fois j'ai proposé à des gens de venir avec moi, dire non, je peux pas, tu comprends, c'est trop dangereux, comme si on allait les mitrailler. C'est une radio engagée. Voilà. Une radio engagée. C'est pas facile d'être courageux, finalement. Alors il y a quand même, pour revenir un peu à notre sujet, parce que là on s'en éloigne un petit peu, mais tout en restant proche de ces problèmes islamiques, Daesh, en quoi respecte-t-il les frontières? Poser la question, c'est y répondre. Je veux dire que là, non, mais l'idée de reconstituer un califat, finalement, et un empire arabe, avec quand même la bénédiction de la Turquie, il faut le rappeler, qui défilait hier d'ailleurs en tête de cette manifestation, il faut le rappeler, qui a soutenu et qui soutient c'est barbare et voilà, donc il faut quand même dire les choses. Et peut-être aussi des pétromonarchies. Les pétromonarchies aussi, le Qatar, l'Arabie Saoudite, n'ayons pas peur des mots, qui étaient également représentés hier. Donc tout ça rejoint exactement ce que vous disiez tout à l'heure, professeur, hein, sur cette volonté d'établir une espèce de gouvernement mondial qui dilue tout, qui détruit tout, mais qui ne construit rien et qui ne remplace rien. Donc Daesh est un cancer, mais si on voulait éradiquer ce cancer, je suis désolé, je pense qu'on en a les moyens. Mais vous avez deux... Mais si on le veut... Vous avez deux... Avant, il y avait le sens de l'histoire, c'était le communisme. Et puis on a vu que c'était pas du tout le sens de l'histoire, que ça s'est effondré. Alors maintenant, le nouveau sens de l'histoire, c'est la mondialisation. C'est la même démarche, intellectuellement. On croit qu'il y a une loi surnaturelle qui a dit que ça allait être comme ça. Et c'est ancré dans la tête de nos contemporains, ça, comme le mythe du progrès aussi. C'est ancré profondément. Et ça, c'est une perversion intellectuelle. Alors, je reviens à la question posée initialement. Pourquoi il y a au contraire aujourd'hui un retour vers les frontières? Parce que les peuples souffrent. Parce que les peuples voient bien que ça ne marche pas du tout. Quand quelque chose ne marche pas, on se rend à l'évidence. Et quand on n'en profite pas soi-même, eh bien, on proteste. Mais on entre dans une phase d'oppression à ce moment-là. C'est ça qui est en train d'arriver aujourd'hui. Le peuple français, il est opprimé. C'est une évidence qu'il est opprimé. J'ai vu des mendiants tout à l'heure dans le métro. C'était des petits blancs qui faisaient la manche. On voyait que ces gens étaient opprimés. Et ils le sont de plus en plus. Et la classe moyenne est opprimée. Regardez la charge fiscale qui pèse sur elle.
Oui, d'abord. Malheureusement, il faut on comprime, et puis on voit si le mélange prend feu ou pas. Et là, le mélange, il prend pas feu, et comme moins le mélange prend feu, plus on dit, on peut y aller encore plus. De toute façon, ils se laisseront faire, sont des veaux. C'est le raisonnement que tiennent les oligarques au pouvoir. Vous parliez, cher Jacques, tout à l'heure de moyens. Nous avons les moyens. Vous parliez sans doute des moyens militaires. Mais je parle des moyens financiers d'abord, oui. des moyens militaires derrière s'il en reste, parce que si on fait juste un petit zoom sur l'état de l'armée française tout à l'heure, dont on a abordé de manière exponentielle les effectifs, parce que je vous assure qu'on est loin des 200 000 évoqués, ou des 180 000, on tangente maintenant les 50 000, les 60 000. Voilà, la réalité de l'armée de terre française aujourd'hui, c'est celle-là. C'est-à-dire s'il y a 100 000 féroces djihadistes sur le territoire... On est inférieur en nombre. On est inférieur en nombre. Et on a détruit en même temps quelque chose que je regrette beaucoup, qui est le service militaire, qui était aussi la capacité de former les citoyens lambda à l'autodéfense du territoire, si vous voulez. On appelait ça autrefois la défense opérationnelle du territoire. On en riait même entre nous, avec un peu de condescendance. Je vous assure que c'est regrettable parce qu'on a perdu un outil. Donc ça, c'est des vrais sujets dans l'intérieur de nos frontières. Je regarde Patrice parce que il est inquiet pour son sujet, mais non, on tourne autour de ce sujet en fait. Donc les moyens, pour revenir sur le Daesh, il est évident qu'aujourd'hui, si on prend l'armée française, elle est engagée d'ailleurs de manière incohérente, absolument incohérente, sur des terrains comme la Libye, où il faut absolument détruire l'abominable dictateur Kadhafi, dont on se rend compte des turpitudes 40 ans après, et après avoir noué des amitiés lucratives avec lui, au pire moment. Il aurait fallu lancer tout ça 40 ans avant les attentats de Lockerbie ou de l'UTA, le DC-10 d'UTA dans le désert du Ténéré. Et en même temps, on pulvérise donc la stabilité régionale, non seulement de la Libye, mais de toute la région. Je connais bien cette région qui s'étend finalement de la Mauritanie au Soudan. On pulvérise cette stabilité, et en même temps, on va aller faire une guerre sympathique au Nord Mali, à quelques bandes de djihado-trafiquants, qui sont d'ailleurs rigoureusement les mêmes que ceux que nous aidons en Syrie, au même moment, avec des armes et des livraisons d'armes, gratuites bien sûr, aux salopards de Daesh et des Al-Nosra et tous les mouvements islamistes de la région. Donc on est en incohérence totale. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est pas les moyens, je pense, parce que quand on veut, on peut, c'est de savoir ce qu'on veut faire et d'avoir une politique étrangère claire. Je parle pas de l'Occident qui veut rien dire aujourd'hui, mais je parle de la France puisque c'est notre pays, et je dis la France n'a plus de politique étrangère. Elle ne sait pas ce qu'elle veut. Entre les principes du droit international qu'on évoquait, elle sait pas choisir. De toute façon, elle suit en mouton aujourd'hui les États-Unis d'Amérique et ce qu'on lui dicte de faire. Donc c'est ça le drame. Bon, alors quels sont indépendamment de ces problèmes qui touchent directement la France, quels sont les risques? Je reviens à notre sujet. Je sens qu'on a toujours un peu tendance à s'en évader. Quels sont les risques que peut procurer justement cette multiplication des opérations d'indépendance? Alors, moi, je vois quelque chose qui pourrait bien arriver. C'est qu'on a parlé du djihad international et de la lutte terroriste. Et on a parlé aussi des mouvements autonomistes. Mais on peut tout à fait avoir, dans un avenir pas si lointain, une conjonction des deux causes. On peut avoir des troubles extrêmement graves liés à une crise qui rappellerait celle de 2005, mais avec une coordination, avec des armes de guerre cette fois-ci, et avec beaucoup plus de personnes concernées, et simultanément dans les provinces, des provinces qui déclarent leur indépendance, comme le Pays Basque, par exemple, la Bretagne, je sais pas, la Savoie, devant un État qui s'effondre, puisque ça risque d'arriver. Et si ça n'arrive pas tout de suite, ça a de plus en plus de chances d'arriver. Et ce n'est pas un fantasme de réactionnaire d'extrême droite qui s'appelle Olivier Tournafond. C'est une réalité. Mais quand on joue les Cassandres, évidemment, les gens sont pas contents. Mais ça, c'est une réalité et c'est à moyen terme. D'ailleurs, on a pu constater que on a parlé du Kosovo tout à l'heure, qu'il y a 5 États membres de l'Union européenne qui ont refusé.
qui n'ont pas voulu reconnaître. C'est l'Espagne, menacée par ces mouvements que vous évoquez. C'est la Slovaquie. C'est Chypre, qui est en plein dans le sujet, elle aussi, avec l'occupation turque chez elle, quand même. C'est la Grèce et la Roumanie. Donc il y a 5 quand même. Et la Russie, que je rentre quand même dans les États européens. La Russie. Non, mais la Russie, elle fait pas pas de l'Union européenne. De l'Union européenne. Non, Je parle certes. des gens de l'Union européenne. Et le Vatican aussi, dont il faut souligner le courage sur cette question particulière. Peut-être une tour pontificale pour donner un coup de main. Voilà. Non, il y a aussi une distinction à faire, n'est-ce pas, entre les indépendances. John Lockland. Entre les indépendances, ce que j'appelle les indépendances fantoches et bidonnes, qui comme celle du Kosovo, ou même celle dont aurait joui l'Écosse si elle avait déclaré l'indépendance, d'une part, et d'autre part, la vraie indépendance nationale qui peut être incarnée à certains moments par certains États. Je pense tout particulièrement à la Russie qui a voulu, sous Poutine, se reconstituer comme un vrai État souverain et donner un sens à ses frontières, un vrai sens. Si l'Écosse avait voté pour l'indépendance, eh bien, c'était une indépendance qui, tout comme pour le Kosovo, n'en était pas une. L'Écosse, les nationalistes écossais voulaient garder la monarchie, donc la reine, ils voulaient garder la monnaie anglaise, la livre, ils voulaient garder les frontières, ils voulaient tout garder. Il faut rester dans l'Europe. Voilà, et surtout, ils voulaient rester dans l'Union européenne. Alors, il n'est absolument aucune question d'une quelconque indépendance au sein de l'Union européenne. Donc, c'était parfaitement illusoire et fantoche. Et c'est peut-être la raison pour laquelle tout le monde aurait été plus ou moins d'accord, n'est-ce pas? Puisque ça ne dérangeait personne. C'était une indépendance fausse, une artificielle et factice. Là où un pays se profile contre la pensée dominante, et c'est le cas de la Russie, mais pas seulement d'elle, et là où ce pays s'affirme comme un vrai État souverain, dont, je répète, les frontières ont un sens, à ce moment-là, ça commence à déranger. Et c'est les deux poids, deux mesures que nous connaissons. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont pointés du doigt. On a l'exemple de la Hongrie aussi, qui depuis quelques années a délibérément choisi de s'installer dans ses frontières. Eh bien, c'est pour ça que ce pays, sous la férule de Viktor Orban, est pointé du doigt comme un mauvais élève. Hein. Bien sûr. C'est exactement le même problème. Bien sûr. Oui. Et donc, pour en continuer sur ce thème, alors il y a d'autres opérations. Donc, on a évoqué Israël, par exemple. Qu'est-ce qu'on dit là-dessus sur le fait que il y a une formule d'ailleurs qui a été faite qu'Israël, comment c'est la formulation? Oui, Israël exige d'avoir des frontières sûres et reconnues. Mais lesquelles? Voilà. D'abord, il faudrait que les Juifs sachent eux-mêmes où sont leurs frontières, parce que s'ils commencent à considérer que c'est la diaspora qui fixe les frontières, comme l'a dit Madame Goldamer, ça peut être vaste. Bah oui, ça risque d'aller loin. Hein. Bon, ça c'est la question du conflit israélo-palestinien, c'est une question extrêmement complexe. Je sais pas si le colonel Hogar. Non, je suis pas bien bon connaisseur de cette région, hein, mais il est vrai que l'État d'Israël aujourd'hui est une réalité incontestable, mais aux frontières pas bien délimitées. On voit bien le problème du Golan avec la Syrie, qui demeure aujourd'hui parce que la Syrie a d'autres problèmes à régler, comme on le sait. Il y a le problème évidemment de l'État palestinien avec ses emprises différentes, non reliées entre elles, qui est un problème quand même unique aussi, ou presque en son genre. Il y a le problème de sa frontière avec l'Égypte aussi, qui est l'objet plutôt d'un gel que d'autre chose. Donc ça, c'est vrai que c'est un vrai problème. Là, alors je comprends la politique de Monsieur Netanyahou qui incite les Juifs du monde entier à rejoindre Israël de façon à pouvoir justifier ces prises de gages en termes territoriaux. Hein. On voit bien, on sait quelle est sa politique à ce sujet. Je crois qu'on vous apporte des questions nouvelles. Oui, alors Martine. Alors, Radio Courtoisie, le libre journal de Roger Saboureau, dont vous connaissez notre thème bien sûr, l'intangibilité des frontières et droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, avec nos invités, le docteur John Lockland, le professeur Olivier Tournafont et le colonel Jacques Hogar. Et nous avons pas mal de questions et de... Alors, un auditeur nous dit, pour moi, un aspect de l'affaire de Charlie, on en revient, qui n'est pas évoqué ici et qui pourtant a son importance, la position des gouvernements français face au problème israélo-palestinien. C'est ce qu'on vient d'évoquer. Oui,
Une auditrice nous demande combien même ces puissances étrangères seraient constructives. Nous n'en voulons pas, nous voulons rester français. On parle d'une mesure qui doit être appliquée, nous dit un auditeur, en prison, isoler les islamistes des autres prisonniers. En Algérie, des membres FLN se sont retournés et donné des renseignements à l'armée française. Pourquoi ne pas en faire autant avec les djihadistes rentrant de Syrie et d'ailleurs? À la suite de ces événements, je crois savoir, nous dit un auditeur, que le gouvernement français va prendre des mesures contre le terrorisme, mais qui va probablement cacher des dispositions attentatoires aux libertés publiques et individuelles. Ça, c'est sûr. Qui s'en soucie? Ce thème devrait être abordé par les patrons d'émissions. Ça, c'est vrai. Alors ça, on pourra en parler. Et une auditrice nous laisse une petite information totalement oubliée. En 2013, l'armée suisse a organisé une opération de simulation d'invasion de son territoire à la frontière avec la France. En cas d'afflux de réfugiés provenant de votre pays, oui. Le colonel a-t-il eu connaissance de ce fait? Il va y répondre. Ouais. Et celui-ci? Celui-ci. À force de tout voir, on finit par tout supporter. À force de tout supporter, on finit par tout tolérer. À force de tout tolérer, on finit par tout accepter. À force de tout accepter, on finit par tout approuver. Merci à cet auditeur qui cite Saint-Augustin. Il a tout à fait raison. Évidemment. Mais bien sûr. D'ailleurs, Saint-Augustin a dit aussi quelque chose que la quasi-totalité des pseudo-élites qui gouvernent l'Occident ont oublié. Il a dit primum veritas, deinde caritas. En latin, ça veut dire d'abord la vérité, ensuite seulement la charité. Vous observerez que la classe mondiale, l'hyperclasse mondialisée, elle, c'est l'inverse. C'est primum caritas, alors d'abord les bons sentiments, on pleurniche, et puis subsidiairement la vérité, mais encore souvent on la cache. Ce qui veut dire qu'on n'y comprend plus rien. Alors, l'histoire des manœuvres, effectivement, 2013, je crois que c'est exact. L'armée suisse, qui est obligée, elle, de défendre son territoire, a été obligée de faire des manœuvres parce que les Suisses anticipent plus ou moins un effondrement de la Ve République, avec d'une crise extrêmement grave. Et s'il y a une situation de guerre civile, il y aura des réfugiés politiques qui arriveront en masse dans les cantons limitrophes, qui sont le canton de Vaud, le canton de Neuchâtel, le canton du Jura, le canton de Genève. Moins le Valais, parce que c'est les Alpes, c'est plus escarpé. Donc il est évident que la Suisse est obligée de se préparer à une telle éventualité, même si elle n'est pas jugée probable dans l'immédiat. Mais l'armée suisse, ça fait partie de son rôle. Il faut que, comme disait un statisticien, pour ne pas voir, il faut prévoir. Il faut savoir comment on réagirait dans une telle circonstance. Donc, je crois que c'est effectivement vrai. Alors, il y avait une question avant qui était très importante, je sais plus. Oui, les atteintes aux libertés. Oui, alors, il est évident que on va avoir une sorte de Patriot Act à la française, que sous prétexte de lutter contre le terrorisme et de lutter contre, je sais pas, l'intolérance, alors on dira pas qu'on va lutter contre l'islam parce que ça la foutrait mal, mais de lutter contre le fanatisme, le fascisme, donc on va en profiter pour imposer de nouvelles contraintes aux honnêtes citoyens. Alors on peut décréter n'importe quelle mesure vexatoire ou limitative des libertés, je sais pas, les fouilles dans les trains, contrôle d'identité inopinée, contrôle de vitesse, vous avez le droit de rouler à 5 à l'heure dans les rues de Paris, parce que si vous roulez plus vite, vous êtes un terroriste présumé. Enfin, des trucs complètement stupides. Tout à l'heure, j'entendais une annonce dans le train qui montre qu'on prend vraiment les gens pour des imbéciles. Grâce à l'étiquetage des bagages, alors l'étiquetage des bagages est obligatoire, dit une voix. L'étiquetage des bagages prévient le risque d'attentat terroriste. Alors franchement, je vois pas du tout en quoi l'étiquetage des bagages prévient le risque d'attentat terroriste. Moi, je suis un terroriste, je mets un bagage avec marqué Colonel Hogarth, voilà, c'est parfait. C'est bon. Et là, je descends au prochain arrêt, puis ça saute. Bien sûr. Et puis enfin, bien sûr. Voilà, l'étiquette est abîmée. Voilà, l'étiquette. Pas la lire. Oh oui, bon, enfin bon, ça coûte pas trop cher. Et puis alors, tout bagage qui ne serait pas étiqueté sera détruit. Et non, mais enfin, c'est grotesque. C'est-à-dire qu'on impose des contraintes absurdes à la population et on lui dit. Et alors, pourquoi est-ce que les gens ne se révoltent pas?
Alors ça, je crois que c'est très... Il faudra qu'il y ait un psychanalyste parmi nous. Pourquoi est-ce que les gens disent, mais enfin, vous nous prenez pour des idiots, c'est pas croyable. Parce que les gens vivent dans un monde où ils ont cessé de faire le lien entre les effets et les causes. Du fait notamment des prouesses techniques. Vous êtes face à des tas d'objets qui marchent tout seuls, et les gens disent, ça nous dépasse. On n'y comprend rien, mais c'est comme ça, faut pas chercher à savoir. Et ça marche. Et le fait est que on a créé, depuis une trentaine d'années dans la population, une habitude de paresse intellectuelle et de soumission perpétuelle aux prétendus experts et aux autorités. On peut raconter absolument n'importe quoi, les gens le croient. Il n'y a plus d'esprit critique. Et ça, c'est un risque très important, parce que justement, les atteintes aux libertés risquent de venir à la suite de ces attaques terroristes. Et la manifestation d'hier n'a fait que renforcer cette illusion. C'était un grand mess, n'est-ce pas, du politiquement correct, qui avait pour message, nous sommes les meilleurs, nous avons un modèle sociétal qui est supérieur aux autres, nous sommes pour la tolérance et ainsi de suite. Nous ne sommes bien sûr tolérants, nous ne sommes bien sûr pas tolérants de ceux qui sont intolérants, mais nous sommes en principe tolérants. Et tout cela renforce notre auto-perception, notre perception de nous-mêmes comme ayant un modèle sociétal qui est supérieur à tous les autres. Voilà. Et comme vous disiez tout à l'heure, professeur, un dernier message d'un auditeur, si ces attentats avaient eu lieu contre Libération, ce que vous avez dit tout à l'heure, par la dite extrême droite, croyez bien que l'on demanderait à l'unanimité la suppression du FN. Mais c'est une évidence, c'est certain, c'est certain. Bon, non, mais il y a deux poids deux mesures. Mais il faut bien voir il faut bien connaître la mentalité des oligarques. Je trouve, encore une fois, vous devriez faire venir des psychanalystes. Parce que là, on n'est plus dans le domaine de la rationalité. C'est absolument certain. On est dans le domaine d'un inconscient collectif qui considère manipulation des consciences. Voilà, oui. que depuis l'avènement de la société démocratique, qui a été divinisée, l'homme a changé de nature. Il est bon, et tous ceux qui sont pas d'accord, ils sont méchants. Ouais. Alors tout provient des gens méchants qui sont pas d'accord. Et voilà, alors bien sûr les terroristes sont méchants, mais nous aussi nous sommes méchants parce que on ne comprend pas assez que ces terroristes sont quand même à plaindre, etc. Donc ces gens-là vivent dans un monde totalement artificiel. Et ils n'en sont même plus conscients. Sauf que quelquefois quand ça les touche, alors là il y a un dédoublement de la personnalité. Et là, j'ai observé que quelquefois, on peut les mettre en contradiction avec eux-mêmes, quand ça les touche dans leur famille ou dans leurs biens. Mais alors, généralement, c'est une réponse cynique du « moi, je m'en fiche de toute façon. De toute façon, mes enfants sont aux États-Unis, j'ai entendu ça souvent. Mes enfants sont à Genève, mes enfants sont à Londres. De toute façon, moi, j'ai plus rien en France. » Ou alors, une des boutades comme « ce sont les Français sont des cons. » Ça, je l'entends souvent, ça, dans la classe dirigeante, très souvent. Heureusement, oui, les gens votent, mais un illustre prédécesseur a dit des veaux. Oui, Non, mais c'est triste parce qu'en fait, c'est vraiment ça. Donc, c'est vraiment ça. C'est ce qui. Le colonel Jacques Augas. C'est ce qui m'a assombri un peu ma journée d'hier, moi, beaucoup. Je dois le dire. Parce qu'on a vraiment l'impression d'être à côté de nos pompes, pour parler vulgairement. Je pense qu'il faut rebondir un peu sur votre question sur l'État islamique. Vous avez dit, est-ce que l'État islamique respecte les frontières? Bien sûr que non. Le docteur John Lockland. Cette réponse met en avant, je crois, l'alliance objective qui existe entre l'islamisme qui précisément déborde toutes les frontières, d'une part, et la mondialisation de l'autre. Et nous devons être lucides sur le fait que entre les États-Unis hégémonique, manipulateur, hypocrite, manipulateur notamment du droit international, d'une part, et l'islamisme de l'autre, il y a, malgré toutes les oppositions évidentes, il y a un lien direct. Et une alliance objective. Je pense qu'il faut rappeler même que les États-Unis ont créé l'islamisme guerrier des temps modernes, dans les années 70. Et bien sûr, nous avec voyons à plusieurs reprises comment les États-Unis et leurs alliés, parce qu'il ne faut surtout pas dédouaner les dirigeants européens, mais les États-Unis, bien sûr, prennent l'initiative, initient ou soutiennent des mouvements islamistes. La Syrie en est le cas le plus récent et le plus flagrant. Et d'autres en paieront les frais. D'autres, les gens sur place, bien sûr, dans un premier lieu. Et puis, accessoirement, l'Europe, qui, elle, est plus proche que les États-Unis et qui, elle, a bien sûr aussi beaucoup de musulmans sur son territoire.
Donc, entre ces deux mondialismes, entre ces deux mouvances supra- ou transnationales, il y a, hélas, une alliance objective. Mais il y a aussi des oppositions. Il y a des oppositions. C'est peut-être qui ont conflits. ceci en commun, qu'ils veulent tous les deux détruire précisément les États, c'est-à-dire rendre inutile et absurde l'idée même de frontières. Oui. C'est le cas avec le futur traité transatlantique, où finalement l'Europe ne sera plus qu'un protectorat américain. Voilà. Personne n'en parle de ça. Très important aussi. On n'en parle pas, mais très important aussi. Oui. Et on pourrait d'ailleurs, si la France, qu'est-ce qui risque d'arriver si la France est Professeur Olivier Tournefond, de guerre civile, ce qui malheureusement à moyen terme risque d'arriver, parce qu'il y aura peut-être une faillite de l'État à cause de la dette, plus les problèmes que nous rencontrons en ce moment. Donc vous imaginez que le cocktail explosif des provinces sécessionnistes, de la dette qui explose avec les temps sécession sociale, plus les banlieues le chômage, les banlieues qui ravagent l'ouest de Paris et l'armée française incapable de rétablir l'ordre, eh bien que vont dire tous ces stupides bourgeois qui font partie de ma classe sociale et que je considère que ce sont des stupides bourgeois? Et moi, j'apprécie le peuple et la noblesse, mais la bourgeoisie m'exaspère. Or, vite, il faut que les Américains nous sauvent, comme d'habitude. Vite, il faut qu'on devienne le 51e État américain. Et là, on va envoyer les Marines, et là, tout va rentrer dans l'ordre. Et alors là, le traité transatlantique, ça sera comme sur des roulettes. Et ça risque d'arriver. Malheureusement pas là, parce que ça sera le réflexe du bourgeois. Le réflexe du bourgeois, c'est de dire, mais moi j'ai peur, qui va me sauver? Ah bah les Américains, les Yankees. Ouais. Est-ce que peut-être on a une dernière communication? Oui, bien sûr, Radio Courtoisie, donc une auditrice nous dit merci à Radio Courtoisie, elle trouve parfaite cette émission. Alors, une autre émettrice, en Corse, la population arabe devient de plus en plus importante à cause de la natalité. D'ici quelque temps, les Corses seront minoritaires. Il faut s'attendre à un nouveau Kosovo. Qu'en pensez-vous? Dans le métro, on donne comme message, nous dit un auditeur, de faire attention à son sac pour ne pas tenter les pickpockets. Tenter, souligner. Et Patrice a un autre message. Oui, ne peut-on pas, on vient d'en parler, ne peut-on pas penser que le défilé d'hier protestait contre le massacre, mais aussi contre l'islamisation de la France? Eh bien non, il y a depuis plusieurs mois des manifestations hebdomadaires en Allemagne contre l'islamisation de l'Allemagne. John Lockland. Manifestation qui s'appelle Pegida. Voilà. Et vos auditeurs peuvent s'imaginer que cette mouvance est dénoncée dans les termes on ne peut plus virulentes par toute la classe politique allemande. La chancelière allemande et par tout l'establishment allemand. Sûr, même la cathédrale de Cologne a éteint les lumières la nuit pour protester, donc le diocèse catholique de Cologne, contre cette mouvance. Cette dénonciation de l'islamisation de l'Occident. Ouais. Pegida veut dire patriote européen contre l'islamisation de l'Allemagne et de l'Occident. Et d'ailleurs, nous avons vu, mais je pense la préfecture est revenue sur l'arrêt, mais dans un premier temps, on avait refusé à Riposte laïque le droit de manifester en France devant la Bourse à Paris contre l'islamisation de la France. Alors, il se trouve que maintenant cette manifestation aura lieu, mais dans un premier temps, on a voulu ne pas permettre cette manifestation. Tout comme le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, refuse de prononcer le terme État islamique. On dit maintenant Daesh pour éviter l'État islamique. Il en a renchéri récemment en disant qu'il fallait ne pas parler de terroristes islamistes. Il ne fallait même pas parler de djihadistes. Voilà, parce que ça évoque l'islam. Voilà. Mais je reviens sur cette idée d'alliance entre les deux mouvances mondialistes, n'est-ce pas? D'une part, les États-Unis et leurs alliés qui veulent faire disparaître l'OTAN, bien sûr. Et les mouvements islamistes. Vous savez que maintenant, beaucoup de gens ont bien sûr peur de l'islam. Cela n'est jamais dit, cela est plutôt occulté. Mais l'islam a, pour l'hyperclasse dont vous parlez, professeur Tournefond, est aussi une sorte de référence dans la mesure où précisément l'islam et l'islamisme mépris les frontières. C'est une sorte de masse amorphe, n'est-ce pas, qui dépasse toutes les frontières. C'est une sorte de modèle finalement pour le monde déraciné que veulent nous imposer nos élites.
Voilà la raison pour laquelle je pense qu'il est impératif de renouer avec le concept d'enracinement et avec le concept de frontière. Et je rajouterai juste un point sur ce que vous avez dit sur l'éclatement de la France, le fait que la réduction du rôle de l'État peut provoquer la disparition des jure d'un État. C'est un cas très concret. Dans le cas de l'Écosse, je reviens sur le référendum écossais. Ce qui a sauvé la chose en Écosse, c'était le fait que les Écossais, qui sont connus pour une certaine avarice, ne voulaient pas ne pas avoir la livre sterling. Et en fait, tout cela s'est joué finalement sur la livre sterling et sur la monnaie. Londres avait dit, écoutez, il n'est pas question de garder la livre, vous aurez votre propre monnaie. Oui. Alors c'est important à souligner parce que si le Royaume-Uni avait fait comme la France et s'était débarrassé de sa monnaie en 1999, eh bien cet argument n'aurait eu bien évidemment aucune valeur. Évidemment. Donc c'est un cas très concret qui montre comment la préservation de certains éléments de l'État peut effectivement sauvegarder la éléments de souveraineté, tout simplement. Évidemment, mais je le vois, alors là juridiquement, nous le voyons tous les jours, on est en train de démanteler le droit français, on en parlera la semaine prochaine, parce qu'on nous dit il faut le rendre euro-compatible. Mais on rétorque, mais oui, mais il sera de moins bonne qualité. Ah, mais ça n'a pas d'importance. Et le fait de le rendre euro-compatible, même si ça rend le structure juridique incohérente, est plus important que la cohérence interne du système juridique. Or, c'est extrêmement grave de rendre le droit incohérent, parce que c'est la fin de l'état de droit à ce moment-là. Oui, c'est-à-dire que là, vous détruisez profondément ce qui fait, justement, l'organisation interne de l'État. C'est-à-dire que à ce moment-là, la France n'est plus qu'un pays du tiers-monde. Par contre, ce qui avait été dit pour le référendum écossais, du moins ce que nos médias en ont dit, c'était pas du tout ce que vous venez de dire. Si, c'était la question capitale finalement. Oui, mais ici, on a vu que c'était les jeunes contre les vieux. Les jeunes étaient pour l'indépendance et les anciens étaient beaucoup. Est-ce que vous êtes surpris du décalage de nos médias avec la réalité des choses? Moi pas, personnellement, à part Radio Courtoisie naturellement, mais c'est ce qu'il faut souligner quand même, c'est que c'est des tragiques événements qui viennent d'avoir lieu. C'est lié à notre sujet d'aujourd'hui. Hein. L'abolition des frontières, c'est l'abandon de la souveraineté. Et la déchristianisation de la France, parce que ça va de pair, c'est l'abandon de nos valeurs, de notre identité. C'est ce qui, en 40 ans, ça a commencé avant, à mon sens, ça a commencé en 1789, mais ça s'est bigrement aggravé depuis 40 ou 50 ans, avec les dramatiques gouvernements successifs qui se sont remplacés depuis Monsieur Giscard d'Estaing en particulier. Hein. Tout ça est le résultat de ces dernières décennies. C'est pour cela que je vous interrogeais sur les moyens tout à l'heure à propos de l'État islamique. Nous avons certes les moyens militaires et financiers et autres, mais avons-nous les moyens spirituels? Car la création de l'État islamique et plus précisément d'un califat, c'est-à-dire d'une autorité religieuse suprême, est un défi énorme pour le monde chrétien. Mais John, je crois que la seule véritable Europe qui vaille la peine aujourd'hui d'être construite ou reconstruite rapidement, c'est l'Europe chrétienne des nations. Hein. C'est évident. C'est pour ça qu'il faut s'accrocher à des exemples comme la Russie, la Hongrie, qui sont pas du tout de même nature et qui nous montrent la voie à suivre. Je veux dire, la nature a horreur du vide. C'est pas la laïcité qui va sauver la France, hein, c'est certain. Oui, mais nous avons aboli, nous en Europe, enfin cela a été aboli par la guerre, n'est-ce pas, l'indépendance réelle, étatique des États pontificaux qui ont été simplement arrachés à Rome par les nationalistes italiens. Et nous vivons donc depuis 1870 et ensuite depuis, je ne sais plus en quelle année le califat a été supprimé à Istanbul, mais les années 20 je crois, pendant la Première Guerre mondiale, n'est-ce pas, dans un monde où il n'y a plus sur le plan institutionnel, aucune vraie autorité. Religieux-politique. Religieux et politique. Oui. C'est une des raisons pour la croissance du droit international qui, encore une fois, remplace ou remplit le vide qui est créé par la destruction. Et donc, dès lors que nous observons la recréation, on verra bien si ça dure, mais la création, sur le papier au moins, d'un nouveau califat, eh bien, il faut réfléchir sur les moyens spirituels de répondre à ce défi qui est, lui, spirituel. Tout comme la tolérance et la République ne pourront jamais
vaincre Bien sûr. l'islamisme, ce Bien sont deux choses absolument incompatibles l'un avec l'autre. Eh bien, sur le plan international, il faut répondre à l'État John, islamique. c'est bien ce que je voulais dire en disant que la laïcité était incapable Totalement. d'imposer une Totalement. réponse Vous à pouvez cette poser menace. une question à ceux qui se prétendent laïcs. Vous leur dites, êtes-vous prêts à mourir pour la laïcité? C'est ça. Ah, vous verrez les réponses. Oui, c'est vrai. Là, il y en a pas un qui dira oui. C'est vrai. Oui. C'est clair. Alors, à la, C'est clair. allez, c'est genre, C'est vrai, mais pas neuf, là. il s'agit du sort de nos enfants et de nos Ah ben petits-enfants. oui, on le sait bien. Ouais. Alors, nous arrivons donc à la fin de cet entretien intéressant. Et je voulais vous, pour la conclure, Il faut le dire rappeler. un oui. mot d'un bouquin qui est sorti il n'y a pas tellement longtemps d'ailleurs, de Régis Debray, qui s'appelle L'éloge des frontières. Donc ça colle assez bien avec notre débat de ce Chez Gallimard, je crois. Hein. Oui. Oui, c'est sorti chez Gallimard. C'est en fait le texte d'une conférence qu'il avait faite à Tokyo. Oui. Et alors, il y a une petite phrase qui correspond à ce qu'on vient de dire. L'indécence de l'époque ne provient pas d'un excès, mais d'un déficit de frontières. Il n'y a plus de limite à, parce qu'il n'y a plus de limite entre. Les affaires publiques et les intérêts privés. Bien sûr. Entre le citoyen et l'individu. Entre le nous et le moi-je. Entre l'être et son paraître. Entre la banque et le casino. Entre l'info et la pub, entre l'école d'un côté et les croyances et les intérêts de l'autre, entre l'État et les lobbies, le vestiaire et la pelouse, la chambre et le bureau du chef de l'État. C'est tout à fait ça. Et Ça, ainsi c'est de tout à suite. fait juste. C'est dit avec cruauté, mais c'est complètement parfait. juste. C'est exactement Il y a ça. aussi, C'est exactement ça. Pour être un peu plus banal, il y a un petit dicton anglais, les bonnes clôtures font de bons voisins. Oui. Non, mais c'est tout à fait ça. Excellent. Bon, très bien. Madame, messieurs, merci de votre Merci, participation. Et puis, donc, pour À la vous, semaine prochaine. À la semaine prochaine. Voilà. Merci. Bonsoir.